Mickaël Gelabal, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48. Vous avez 35 ans. Bientôt 35. Bientôt 35. Vous êtes actuellement joueur de Chalon-sur-Saône. Avant ça, vous avez beaucoup voyagé. Cholet, Madrid, Seattle, Los Angeles, Villeurbanne, Charleroi, Moscou, Zagreb, Valence, Minneapolis, Strasbourg, Limoges, Le Mans. J'en ai pas oublié normalement. J'ai à peu près tout. Bon, la question, la première, ça va faire 4 ans que vous êtes en France. C'est la première fois de votre carrière. J'ai regardé que vous passez plus de 3 ans dans le même pays. Est-ce que ça fait du bien de se poser un peu ? Ouais, ça fait du bien, surtout dans son pays. C'est ce que je voulais. Je voulais me poser en France et voilà, c'est ce qui se passe, quoi. Donc, je suis bien. J'ai eu mon fils entre-temps, donc Ça oblige voilà. un peu à se poser aussi, peut-être au niveau des déménagements. Non, pas du tout. À la base, même avant d'avoir mon fils, je voulais déjà me poser et rester en France tranquillement, quoi. Alors, tout a commencé à Cholet pour vous, centre de formation, cadet, espoir pro. Et ce qui frappe beaucoup d'observateurs quand on lit un peu des choses sur votre parcours, des interviews, c'est la facilité que vous dégagiez. Vous l'avez ressenti comment cette progression? À quel moment vous vous dites, c'est bon, je peux être pro, ça me semble jouable? Euh, à quel moment même quand je suis parti au Real. Alors, rien n'a été facile, hein. J'ai dû bosser et même si à travers les yeux des gens, ça paraissait un peu facile pour moi, j'ai vraiment bossé et j'ai fait beaucoup d'extras et quand les autres espoirs ils avaient repos, ben moi j'allais travailler et voilà, je sais que au moins j'aurais tout mis de mon côté pour réussir, quoi. Donc la facilité, c'est un peu un trompe-l'œil, quoi. Ouais. Parce que, alors, on m'a dit qu'il y avait quelques trompe-l'œil. Alors, on le dit d'ailleurs, et je l'ai pas précisé, c'est notre premier podcast en déplacement. On est à Chalon, là, on est dans le Colisée. Du coup, j'ai traîné un petit peu, j'ai discuté avec des gens. On m'a dit, il y a un autre truc qui est en trompe-l'œil chez Mike, je voulais le garder pour plus tard, mais on va en parler maintenant. C'est son calme. On m'a dit, il a l'air calme comme ça, mais des fois, il s'énerve un peu. Est-ce Ouais. qu'il est vrai que vous êtes un peu dur avec les arbitres, il paraît parfois? Avec les arbitres, ben, ils le méritent. Il le mérite, il le mérite. Bon, on peut pas trop parler des arbitres, donc on va polémiquer dessus, Je veux pas mais vous attirer de problème. voilà, mais voilà, des fois, il le mérite et je comprends pas, quoi. Mais on m'a dit, en fait, des fois, on est assis au premier rang et on entend des trucs. On soupçonnerait pas qu'il puisse dire ça, en fait. Mais ça dépend du niveau de l'arbitre, tout dépend du niveau de l'arbitre, donc c'est en fonction, quoi. Bon, on va revenir sur votre parcours. Vous le disiez, Real Madrid à 20 ans, vous jouez l'Euroleague, il y a Mousse Sonko qui est là, vous êtes champion d'Espagne. Ça fait grandir d'un coup d'arriver dans un club comme ça, avec autant de prestige, autant de responsabilités. Ça a vraiment été un accélérateur pour vous dans la croissance au niveau du jeu, des responsabilités. Oui, oui, effectivement. T'arrives là-bas, t'as juste un mois pour t'adapter, on va dire 3 mois pour comprendre la langue correctement, parce que tous les entraînements, contrairement en France, c'est en espagnol, le coach parle qu'espagnol, les Américains ils parlent espagnol, tout le monde doit se mettre à l'espagnol et voilà, donc tu grandis en un seul coup et tu rentres vraiment dans ce monde-là, quoi. Avoir Mousse Sonko sur place, ça a été une aide forcément. Bien sûr, une grande aide et d'ailleurs je lui fais un petit clin d'œil parce qu'on est on est toujours potes depuis 2004 et voilà il a été un mentor pour moi, quelqu'un où je pouvais m'appuyer dessus et même quand on jouait pas ensemble, ben, il a toujours été là, quoi. Alors après le Real, vous êtes sélectionné par les Sonics, vous allez en NBA. Là, vous retrouvez Johan Petro. Donc à chaque fois, vous avez un Français pour vous intégrer en fait sur place. Là aussi, ça a été pratique. Ouais, ça a été très pratique parce que je parlais pas anglais non plus, donc ça a été pratique et voilà. Après, contrairement à Mousse, c'était pas la même génération, alors qu'avec Johan, on a que 3 ans de différence, donc voilà, on faisait beaucoup plus de trucs ensemble, alors qu'avec Mousse, il avait sa famille, donc c'était un peu plus réservé, quoi. Alors du coup, d'ailleurs, vous disiez vous avez dû apprendre à parler espagnol, anglais. Donc maintenant, vous êtes trilingue, vous maîtrisez tout ça. À l'espagnol, j'ai oublié. L'espagnol, vous avez oublié. Ouais. Du coup, à Seattle, donc vous êtes avec Johan Petro, vous êtes chez les Sonics. Et alors, vous vivez deux périodes carrément, quasiment des Sonics, puisque la première année, vous êtes avec Ray Allen.
Et la deuxième année, vous êtes avec Kevin Durant dans une équipe qui est vraiment en train de se reconstruire. Alors la première année déjà, donc vous arrivez, c'est Ray Allen, comment ça se passe cette découverte de la NBA? Est-ce que vous en avez plein les yeux ou alors vous faites ça calmement, très professionnellement? On va dire les deux. On va dire les deux et d'avoir un joueur comme Ray Allen ou Rashard Lewis, même Johan qui m'a beaucoup aidé là-bas et avoir ces joueurs-là à côté de moi, ben, ça m'a permis aussi d'avancer et de comprendre le jeu le plus rapidement possible, quoi. Ray Allen, à l'entraînement, c'est la machine de travail dont on parle tout le temps. Ouais, effectivement, c'est bien ça, c'est pas une légende, c'est vraiment un bosseur et même quand on jouait à 19h30, 20h, il venait à la salle shooter à 3h30, quoi. Vos premières impressions quand vous arrivez là, vous vous dites quoi sur le niveau des joueurs, sur le rythme, comment ça se passe cette adaptation? Dur, très dur parce que déjà c'est vraiment tous les jours, tous les voyages, tout le temps, jamais vraiment de repos et ça c'était le plus dur. Mais au final j'aimais bien. On prend assez rapidement le rythme et après ça se fait tout seul quoi. Puisque on voyage beaucoup, on a un rythme assez soutenu mais c'est confortable. Oui, parce que vous passez, on le dit pour ceux qui connaissent pas trop la NBA, vous passez quasiment votre vie dans les avions. Il y a 82 matchs sur une période très très courte. Donc au final, vous vous entraînez beaucoup ou pas? Parce qu'il y a toujours ce mythe que c'est des shoot-arounds le matin et puis il n'y a pas autant d'entraînement qu'en Europe par exemple. Bah, pardon. Dès qu'on revenait à Seattle, on s'entraînait, hein, même quand on prenait l'avion, dès qu'on avait un créneau, on s'entraînait quoi. Par contre, c'est juste qu'un entraînement par jour, mais on s'entraînait vraiment. Alors vous faites une bonne saison rookie, par contre le changement de coach vous fait baisser votre temps de jeu, c'est PJ Carlissimo qui arrive, qui vous fait un peu moins confiance que Bob Hill. Comment on gère ça? Et c'est une question qui revient souvent avec les joueurs NBA parce que il y a des variations de temps de jeu parfois selon les coachs. Quand on n'est pas encore une superstar, on n'est pas assuré de son temps de jeu. Comment on gère ça quand on arrive là? Moi, c'était encore boulot, 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 boulot. J'étais avec un assistant qui m'a fait beaucoup travailler parce que je ne jouais pas et après j'ai été envoyé en D-League donc voilà ça m'a permis d'arriver en D-League et de faire des bons matchs et ensuite j'ai été rappelé par le coach et après j'avais commencé à jouer un peu quoi. Malheureusement j'ai eu ma blessure. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Malheureusement j'ai eu ma blessure mais bon je pense que sur la fin de saison j'ai joué beaucoup plus et même si le début de saison a été un peu critique quoi. Parce que la blessure, elle intervient à quel moment? Elle intervient dans la deuxième saison, non? Oui, à la deuxième Ouais, saison, c'est ça. Je veux dire, première partie de la deuxième saison, j'ai pas joué beaucoup. Ouais. Mais en deuxième partie, après le All-Star Game, je commence à jouer beaucoup plus et malheureusement, je me suis blessé, quoi. Et alors, vous avez des regrets justement? Vous pensiez que vous montiez en puissance à ce moment-là et que ça a un peu cassé votre montée en puissance en NBA? Je veux pas dire des regrets, c'est le métier, c'est le sport, donc voilà, c'est vrai que sur le coup, j'étais un peu dégoûté parce que je me suis dit, bah, je commençais à jouer et je faisais des perfs. Je suis en fin de contrat et maintenant je dois tout recommencer à zéro. C'est juste ça, mais après, Oui, c'est la fin de contrat qui tombe mal en plus aussi. voilà, après c'est pas de chance, hein, c'est la vie d'un sportif et on fait avec quoi. Et alors, cette deuxième saison, on le disait, vous êtes dans une autre équipe quasiment parce que Ray Allen, Rashard Lewis dont on parlait sont partis, Kevin Durant est arrivé, il y a Jeff Green qui arrive, je crois, la même année. Et donc là, nous, on connaît Kevin Durant, le MVP depuis. Lui, comment il est dans sa saison rookie? On se rappelle, il était tout chétif, très grand. C'est déjà un shooter impressionnant à l'entraînement. Comment il est à l'entraînement la première année? Euh, Mine de rien, bosseur aussi. Bosseur, chaque fois on me parle de cette année-là, je me rappelle qu'il y a des entraînements, personne ne pouvait scorer dessus parce qu'il était justement très grand, il bougeait bien, il défendait et en plus c'était un gros attaquant, donc c'était pas facile de jouer contre lui quoi. Il y avait un drôle d'effectif d'ailleurs à l'époque. Il y a Delonte West, Robert Swift qui étaient parmi vos coéquipiers, qui ont eu des destins quand même assez étranges, on va dire, et parfois tragiques d'ailleurs. Il y a des personnages qui ressortent de ce vestiaire dont vous vous rappelez comme ça, des trucs un peu fous que vous ayez vécu en NBA avec ces mecs-là? Avec Delonte, oui, mais bon, on va rester off. Donc la réputation de joueur atypique est quand même un peu justifiée, sans rentrer dans les détails. Ouais, un peu quand même.
Robert aussi, il était déjà un peu spécial en songeant aussi, quoi. Oui, on rappelle hein, donc que Robert Swift, il a fini, je En crois qu'il a eu. Espagne, un truc comme ça, dans un... Oui, et puis je crois que c'est lui qui a eu des problèmes de drogue après Ouais. et qu'ils ont retrouvé dans une maison quasiment abandonnée. Enfin voilà, quelque Hmm. chose de très difficile. Autre chose étrange que vous vivez à ce moment-là, c'est que c'est la dernière saison des Sonics et vous jouez devant une salle qui crie Save Our Sonics pendant la fin de saison. Le dernier match est particulièrement émotionnel. Vous étiez là pour ce dernier match Ouais, j'étais là, ouais. et alors, quelle vibe il y a dans la salle à ce moment-là? Ben, on sent que les fans, ils sont là, ils ont pas envie que la franchise aille à Oklahoma et en même temps, on sent que nous, sur le terrain, on veut vraiment rester là-bas parce que c'est une très bonne ville et on peut rien faire, quoi. Donc, du coup, euh, il y avait les émotions des deux côtés, quoi. Parmi les joueurs, ça en discutait des fois pendant l'année. Il y a des mecs qui disaient j'ai pas envie d'aller là-bas ou on devrait rester là. Oui, oui, bien sûr, mais quasiment tout le monde disait ça parce que comparer la ville d'Oklahoma à la ville de Seattle, il n'y a vraiment pas photo, quoi. C'est vrai que ça a une bonne réputation, Seattle. Vous en gardez un bon souvenir? Ben oui, un très bon. Justement, à chaque fois, je regarde un film, Grey's Anatomy, où on voit C'est toujours, vrai. on voit toujours que c'est de là-bas. Et il y a pas mal de films que avant d'aller à Seattle que je voyais, mais je savais pas, je connaissais pas la ville. Donc, du coup, Seattle, il y a pas mal de films où ils sont faits là-bas, quoi. Bon, je fais partie des gens qui gardent espoir d'un retour des Sonics un jour. Derrière la blessure, donc c'est le début des déménagements là pour vous. Vous passez par la D-League, le camp des Lakers, leur équipe de D-League. La D-League, c'est, pour situer encore une fois à nos auditeurs qui connaissent pas forcément, c'est une ligue de développement de la NBA. Est-ce que c'est un peu l'enfer qu'on décrit parfois avec des mecs qui jouent que pour leur stats, essayer de se faire remarquer et c'est beaucoup plus compliqué? En fait, moi j'ai joué 2 fois en D-League, mais j'ai fait que 6 matchs à chaque fois. Je suis D'accord. pas resté longtemps, donc j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu assez de temps pour pouvoir bien vivre la D-League. Mais oui, d'après ce que j'ai pu voir, faut être en mission quand on est là-bas, quoi. Ouais, Personne n'a envie de rester en D-League, quoi. des mecs jouent pour leur boulot, pour trouver un boulot en fait, quoi. Voilà. C'est un entretien d'embauche. Donc c'est le retour à Cholet derrière pour vous. Cholet en particulier, c'est l'opportunité ou c'était vraiment un besoin de se ressourcer, ça tombait bien et vous rentrez là-bas à ce moment-là? Euh, Cholet, ça tombait bien parce que j'avais fait ma formation là-bas et que je revenais de blessure. Donc, même si j'avais fait le training camp avec le Los Angeles juste avant, mais j'étais pas encore vraiment remis de mon genou. Donc, ça m'a permis de me relancer. Il vous a fallu combien de temps pour vous sentir à nouveau à fond après la blessure? Beaucoup d'années. Ouais. C'est c'est vrai que on rappelle c'était les croisés, hein, c'est ça? Ouais, les croisés, ouais. Donc oui, c'est opération, un an de rééducation grosso modo et puis derrière Ouais, faut reprendre confiance. voilà. Donc vous vous êtes refait une santé, au propre comme au figuré, et là vous retrouvez les Bleus, vous passez à Villeurbanne, en Belgique, en Russie, en Croatie, en Espagne, et vous revoilà en NBA, En Belgique, très rapidement. c'est un bien grand mot. J'ai jamais porté le maillot. Ah, c'est sur le CV, alors je l'avais Oui, noté. oui, c'est sur le CV parce que j'avais signé là-bas, mais j'étais là-bas, je suis resté 3 semaines, j'étais blessé, donc après j'ai été coupé, donc D'accord, bon, on va repasser par la NBA. En tout cas, vous arrivez en janvier 2013 dans le Minnesota. Autre ambiance que Seattle, beaucoup plus de neige. 11 points dans votre premier match. Comment vous avez abordé ce deuxième passage en NBA? Vous arrivez quelques années après. Est-ce que vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille? ouais, j'étais beaucoup plus serein. Les années avaient coulé et j'étais un autre joueur. J'étais pas le même joueur que quand j'étais arrivé en 2006. J'avais beaucoup plus d'expérience et j'avais vécu pas mal de choses. Donc, quand je suis arrivé à Minnesota, ouais, j'étais vraiment à la cool. Sachant que le premier match, quand même, j'avais un peu de pression. Ouais, quand même. Quand même, quand Parce que même. c'est un truc qui revient souvent d'ailleurs. Ça, vous dites souvent que vous n'avez pas la pression, etc. Ça vous arrive quand même d'être un peu stressé sur Oui, des bien matchs. sûr, bien sûr, bien sûr. Un retour en NBA après 7 ans, bien sûr, c'était mon rêve de retourner en NBA et pour me dire que voilà, dans ma tête, je me disais, bon, je m'étais blessé là-bas, j'avais tout recommencé, le but c'est d'y arriver et voilà, quand on y arrive, ben, c'est clair que le
les premiers matchs, il y avait un peu de pression, mais sinon ça restait du basket, quoi. Donc vous avez quelques bons matchs. Vous jouez avec Kevin Love, Brandon Roy, Kirilenko, Ricky Rubio, grosso modo à l'époque. Pourquoi vous vous êtes pas conservé du coup à ce moment-là? Pourquoi cet épisode-là s'arrête? Je sais pas, moi je pensais avoir intégré l'équipe, vraiment tout donné et j'avais fait ce qu'on me demandait. Ensuite ça s'est pas fait et voilà, je me suis pas posé de questions, j'ai eu une offre en Europe et Ouais. je l'ai saisie, quoi. Vous êtes d'accord des fois quand on entend justement que les joueurs français, je vais pas dire sont pas faits pour la NBA parce que c'est pas du tout le cas, mais ont un jeu presque trop européen, trop altruiste pour briller en NBA et vraiment faire leur marque. Alors il y en a qui l'ont fait comme Boris Dio ou Nicolas Batum, mais même Nicolas Batum on lui dit qu'il prend pas assez de shoot, qu'il est pas assez Mm. offensif, etc. Vous pensez qu'il y a une patte un peu française comme ça de joueurs qui vont en NBA, qui sont complets en fait? Bah, je vais dire à l'époque c'était un peu notre défaut, mais maintenant la nouvelle génération change tout ça. Ils sont beaucoup plus agressifs et ils savent qu'il faut passer par là, quoi. Il faut être vraiment agressif, il faut vraiment avoir de l'ambition personnelle pour. Je dis pas qu'on n'en avait pas, hein, nous, hein, mais on n'a pas été formés comme ça, quoi. Et encore, ça tourne un petit peu parce que le côté très altruiste maintenant en NBA se répand. Vous étiez presque en avance en fait. Parce que maintenant, des équipes comme Golden State, San Antonio sont louées pour ça, quoi. Mm. Bah ouais. Même Cleveland, quand je vois les autres jouer, ben, ils sont là, ils attendent que LeBron y crée et ensuite les autres ils font en fonction. Mais On, sauf qu'à notre époque, c'était pas comme ça. Tout le monde était des attaquants, tout le monde fallait être agressif, quoi. ouais, on isolait un peu plus à l'époque aussi. Voilà. Un petit break dans votre parcours, Michael. Justement, on va parler un petit peu encore NBA et un petit peu adversaire. Je vais vous demander votre 5 majeurs des joueurs avec qui on est un dimanche matin. Vous êtes tranquille, vous allez taper un basket avec des potes. Quels sont les 4 gars que vous avez envie d'avoir dans votre équipe? Avec qui vous avez joué? Avec qui j'ai joué? Ben, il y a des noms incontournables que je peux pas ne pas citer. Ben, déjà Mousse, Mustafa Sonko, Ray Allen, Kevin Durant, Jim Bilba et Rashard Lewis. Pas mal, ça fait très Seattle, dis donc. Ouais, parce qu'en fait, Kevin Durant, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait dans sa carrière. Mais quand je suis arrivé, Rashard Lewis et Ray Allen, ils m'ont vraiment pris sur leur aile et ils m'ont vraiment aidé, quoi. Et le 5 majeur de vos adversaires, quels ont été les gars les plus durs à jouer? Parce que vous en avez défendu quelques-uns qui étaient pas mauvais quand même. Ouais. On va commencer par Kobe, LeBron James, Gilbert Arenas. Oui, c'est vrai, il était exceptionnel à l'époque. Et on va prendre des pivots aussi. Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de jouer contre Shaq. Donc, je vais pas le mettre dedans, mais j'aurais bien aimé parce que j'aime bien le joueur. Yao Ming et Dwight Howard, Ouais, il doit qui être était rare, pas mal aussi costaud. à l'époque. Et Voilà. alors, vous avez cité Kobe et LeBron. Lequel des deux est le plus dur à défendre? Parce que c'est pas tout à fait le même style. Kobe. Kobe parce que c'est Black Mamba, quoi. Il peut être smooth et en même temps physique, quoi. Alors que LeBron, on sait que c'est que du physique. Enfin, du moins à l'époque c'était que du physique. Maintenant son jeu est un peu plus large. Ça devait être compliqué à bouger LeBron quand même. Très compliqué. Et Gilbert Arenas, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais il était exceptionnel à cette période-là. Ah ben. Genre moi j'ai eu le temps de prendre ma dose, quoi. Franchement c'était un joueur vraiment talentueux et je pense qu'il doutait jamais, quoi. Ouais, ça avait pas l'air d'être le genre. Et pourtant, c'est vrai que physiquement, alors au standard NBA bien sûr, mais c'est vrai que par rapport à un LeBron ou un Kobe, il payait pas forcément de mine d'ailleurs quand il arrivait sur le terrain. Ouais, mais en tout cas, tu graillais pareil, quoi. Vous vous rappelez d'un match où vous avez pris cher contre lui? Ben, il y a un match où il est venu à Seattle et il est parti, il a laissé son maillot au milieu du terrain, quoi. D'accord. Ah ouais, genre, c'était le personnage. Ouais, je crois que c'était un shoot au buzzer et
et il a enlevé son maillot et il est parti. Il a laissé sur le terrain, il est parti. Pas mal, pas mal. Ça faisait partie du personnage à l'époque. Mm. On va revenir un peu à votre parcours. Au milieu de tous les déplacements qu'on a cités, de tous les déménagements, il y a une constante, c'est l'équipe de France. Première sélection en 2005. Vous avez dit au journal de l'équipe que Sydney 2000, l'épopée des Bleus à Sydney en 2000, avait été une révélation pour vous. Vous l'avez vécu comment ce tournoi en fait? Bah, tout le monde, tu sais de quoi je vais parler. Je vais parler du dunk de Vince Carter. On peut en parler. Vince Carter a été notre. Vince Carter. Fred Weiss a été notre premier invité et on a parlé avec le sourire. Oui, bien sûr, avec Fred, je pense qu'il n'y a pas de souci. J'ai un énorme respect pour Fred. On a joué après en équipe de France ensemble. Et j'ai côtoyé aussi un peu à Limoges. Donc voilà, il sait vraiment ce que je pense de lui. Mais à l'époque, moi j'avais 17 ans et je ne le connaissais pas. On voyait le top 10 Vince Carter qui était tout le temps dedans et c'était l'épopée Vince Carter quoi. Donc voilà, c'est là que je dis, si je joue en équipe de France, je pourrais jouer contre les USA et c'est là que l'envie de jouer pour la France démarre quoi. Oui, parce qu'on rappelle que vous n'êtes pas passé par les équipes de jeunes, par contre, paradoxalement. Comment ça se fait que vous soyez passé au travers des mailles du filet comme ça? Je sais pas. Le Franchement, hasard. c'est le hasard. Et après, voilà, ça n'a pas fait de moi un meilleur ou un mauvais joueur. J'ai fait ce que j'avais à faire et la preuve, j'ai fait 10 ans en équipe de France, quoi. Et alors, vous avez tout vécu en équipe de France. Ça commence avec des trucs très durs, notamment en 2005. Vous êtes là pour le fameux match contre la Grèce que l'équipe de France perd après avoir mené dans les dernières secondes. C'est quoi le ressenti sur ce match-là? Ben, en fait, sur ce match-là, je l'avais déjà vécu en fait avec le Real, mais dans l'autre sens. On perdait à 30 ou 40 secondes de 7 points contre Victoria et on gagne le cinquième match de la finale, quoi. Donc, je savais comment c'était beau de faire un truc comme ça et comment ça pourrait être dur pour l'adversaire. Mais quand ça m'est arrivé à moi, franchement, j'avais vraiment la haine, quoi, parce que c'était ma première année en équipe de France et, et si on avait cette médaille d'or directe, ça aurait été la plus belle des médailles que moi j'aurais pu avoir et même l'équipe de France, quoi. Et ça a souvent été décrit comme un événement un peu bâtisseur en fait, quoi. Ça a été un tournant même pour cette équipe. Même Fred Weiss nous disait que ça avait quand même été un truc marquant et qui avait permis de construire derrière. Vous l'avez vécu comme ça aussi? Ouais, on était parti sur ce base-là après. Bon, le sélectionneur il a un peu changé l'équipe après en 2007, mais 2005-2006 on était resté sur ces bases-là, quoi. On rappelle que c'était un euro de transition parce il y a Tony Parker, mais il y a aussi Antoine Rigaudot qui est là. La cohabitation d'ailleurs à observer, ça devait être assez intéressant, non? Bah, ça c'était pour moi, ça s'était super bien passé. Mm. Après, s'il y avait des petits trucs, je les ai pas vus. Ah non, j'insinuais pas, non, je disais juste non. que ça devait vraiment l'être. Ouais, pour moi, ça s'était bien passé et c'est ce qui nous avait permis d'aller aussi loin. Alors, la fin pour vous, c'est Rio 2016, donc ça fait 11 ans de carrière en bleu. Vous terminez sur une petite déception. Vous l'avez vécu comme ça, ces jeux, avec une sortie. Comme on a mis des objectifs très hauts pour l'équipe de France au fil des années, forcément, c'était une petite déception pour le public. Bah, une petite et une grosse, hein. Moi je dirais plus une grosse parce que moi je savais que c'était ma dernière année et que c'était ma dernière chance d'avoir une médaille olympique. Donc effectivement, ouais, c'était une grosse déception et même si on a perdu, mais on n'a pas perdu, on n'a pas montré la manière, quoi. C'est plus la manière qui a l'air d'avoir dérangé. Voilà. Le temps fort, pour revenir sur plus de positifs, le grand souvenir que vous gardez de l'équipe de France, c'est lequel? Il y en a quelques-uns, j'hésitais à vous proposer. Ouais. Le plus évident, ça semble être la médaille d'or en 2013. Voilà, justement, ce serait plus facile de dire ça, mais se qualifier pour les Jeux en 2011, pour les Jeux de 2012, se qualifier en 2011, il y avait de l'émotion aussi, quoi. Vos premiers Jeux aussi, ça doit être quelque chose, non? Londres en 2012, ça doit être assez incroyable à vivre. Ouais, c'était énorme. C'était énorme, franchement. Vous aviez du temps un peu pour aller voir les autres épreuves? Comment ça se passait la vie à ce moment-là?
On a eu un peu de temps parce que le basket, on jouait un match tous les 2 jours, quoi. Donc on avait un peu de temps. Bon, après, quand la compétition commence, j'avoue que les athlètes, ils restent concentrés, ils bougent pas à gauche à droite, mais il y en a où ils ont seulement une journée et après ils ont 15 jours Oui. pour faire la fête ou voir les autres athlètes, quoi. Pour revenir sur les temps forts en équipe de France, il y a le discours de Tony Parker à la mi-temps du France-Espagne qui a fait évidemment le tour je vais pas dire du monde, mais au moins du web. Mhm. Vous, dans le vestiaire, à ce moment-là, vous ressentez ça comme un truc hyper marquant ou c'est un discours comme un autre et c'est une motivation? Vous sentez la portée, la puissance du truc que ça dégage pour les gens qui le regardent après coup? Pour les gens qui le regardent, ouais, même pour nous, hein. Même pour nous, on avait besoin de ça, quoi. Parce que à chaque fois, c'était France-Espagne, France-Espagne, France-Espagne. Et, et voilà, on avait besoin que Tony il parle à ce moment-là, quoi. Parce que c'était, c'était pas lui le capitaine, mais c'était lui le leader de l'équipe. Et il savait que tout le monde marchait derrière lui. Donc s'il montrait pas l'exemple et il rassemblait pas le groupe, ben là, on aurait pu vraiment prendre l'eau, quoi. Il y a un truc, il y a un truc qui s'est fait avec l'Espagne au fil des années aussi. Vous sentiez comment à chaque fois que vous alliez les jouer à la fin? Il y avait un truc, il y avait une envie de revanche. C'était particulier, non? Ouais, c'était vraiment, vraiment particulier. On sentait comment, en mode gladiateur, hein. On allait vraiment pour se battre, hein. Que ce soit pendant les matchs amicaux ou officiels, quoi. Bon, on l'a vu en plus, il y a le fameux geste de Nicolas Batum au JO de 2012, et on en plaisante avec pas mal de monde. Je crois que c'était avec Marie Patrux qu'on avait invité dans la deuxième, où devant la télé, on est tous à se dire, on est un peu content quand même. Je sais pas pour vous sur le terrain ou sur le banc, mais il y a un truc à ce moment-là, quoi. Ouais, il y a. Bah, en fait, on a vu l'Espagne en train de gagner ce match-là. Donc, on a dit, bon, vous allez gagner, mais vous allez rentrer chez vous avec des douleurs, quoi. Puis sa déclaration d'après-match en plus avait rajouté un petit peu. Enfin, ça avait quand même créé un truc sympa. Mais c'était déjà la guerre depuis pendant les matchs amicaux, en fait. Donc ça a juste suivi au jeu, quoi. Et c'est marrant parce que il y a souvent ça qui revient. C'est la guerre. On était en mode gladiateur, etc. Pourtant, il y a quand même l'air d'y avoir un respect envers les joueurs en eux-mêmes. Je sais que Fred Weiss, dans le premier numéro, il nous disait que les frères Gasol, par exemple, c'était quelque chose d'incroyable à jouer. Oui, bien sûr, bien sûr. Après le match, on se parlait. Après les matchs, on se parlait et comme si de rien n'était, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est ambiance rugby troisième mi-temps presque, Voilà. ce que vous nous dites là. L'Euro 2015 aussi, ça doit être un sacré souvenir. Vous jouez dans le stade Pierre-Mauroy à Lille, qui est gigantesque, en tout cas à l'échelle du basket. Ça aussi, ça devait être très fort au moment de rentrer sur le terrain. Ouais, en fait, c'est quand ils ont chanté la Marseillaise alors qu'on n'était même pas encore entré sur le terrain. Et quand tu entends une Marseillaise comme ça, tu as l'impression qu'il y a 100 000 personnes. Là encore, il y a du stress. Quand même, vous stressez de temps en temps, c'est bon à savoir. Parce que vous avez l'air tellement, on le dit, vous avez l'air apaisé. Alors on vous remercie, vous êtes venu sur un jour en plus où il n'y a pas d'entraînement et c'est un jour off. Vous êtes venu, vous avez l'air apaisé, souriant. Donc on vous remercie encore d'être avec nous. Pour finir un petit sur cette équipe de France, juste vous parliez tout à l'heure des rôles, vous disiez Tony c'est le leader, Boris c'est le capitaine. Vous faisiez aussi quand même partie des cadres de cette équipe, vous étiez un peu la force tranquille quoi dans ce vestiaire? Ouais, j'ai force tranquille, sans oublier, il y avait mon grand copain Flo. Flo, c'était le capitaine de la défense, quoi. Donc, quand il fallait motiver aussi la troupe, et il fallait défendre un peu plus dur pour prendre des points, ben, il y avait Florent Petrus sur le terrain, quoi. Et moi, j'étais la force tranquille, mais plus un suiveur, parce que il y avait Tony, Boris et Flo ce sont mes aînés où j'ai beaucoup de respect. Et j'ai été formaté comme ça, quoi. Donc je les laissais plus prendre la parole, mais sur le terrain, je montrais que je faisais partie des cadres, quoi. Mais c'est aussi une force, hein, que tout le monde connaisse son rôle, justement, et qu'il n'y ait pas de frustration à ce niveau-là, quoi. Ouais, justement, c'est pour ça qu'on a été loin. Entre nous, il n'y a jamais eu de problème, quoi. On va faire un nouveau petit break. On a fait les 5 majeurs tout à l'heure. Je vous propose un break quatrième dimension, Michael.
Nous sommes dans un monde où le basket n'existe pas. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Top Chef. Top Chef. Vous aimez la cuisine alors? Ouais. Alors vous cuisinez régulièrement? Comment ça se passe? Régulièrement, si on peut dire tous les jours, ouais. Ouais. Ouais, j'essaie de cuisiner tous les jours dès que je suis à la maison, quoi. Vous avez des spécialités un petit peu? Non, j'essaie de tout faire. Plus sucré, plus salé, je sais pas, vous avez peut-être des... Ouais, je mélange les deux. Ah, vous mélangez les deux? Ouais. C'est quoi un plat sucré-salé de Michael Gelabal? Ça peut être un poulet à l'ananas, comme un riz frit avec la sauce de soja sucré. Pas mal. Donc, ça dépend. C'est pas mal, c'est pas mal. On note les recettes, on va faire un podcast spécial, les recettes de Michael Gelabal. Et du coup, alors, on est dans une... il n'y a pas de basket, vous montez un resto par exemple? Ben, s'il n'y a pas le basket, pour monter le resto, il faut déjà avoir les moyens. Oui. Donc, Bon, il faudra faire des prêts, mais... voilà, on fera les prêts alors. Merci. On va revenir à votre parcours. On a parlé de la France, on a parlé du Real, on a parlé de la NBA. Mais on l'a dit, vous avez aussi joué à Moscou et Zagreb. Et ça, je vous avoue que je suis très curieux de ça parce que c'est vrai que c'est pas des pays qu'on connaît très très bien vu de la France. Et ça doit quand même être. Est-ce que c'est le truc le plus dépaysant que vous ayez fait de jouer à Moscou? Moscou, ouais. Franchement, je crois que je me remettrai jamais, quoi. À ce point-là? Autant qu'il faisait moins 30 à Moscou et moins 30 à Minnesota, autant que c'est le jour et la nuit, quoi. Qu'est-ce qui est si différent en fait là-bas du coup? Je sais pas, je me suis pas adapté, j'ai pas eu... c'était pas pareil qu'à Minnesota, et pourtant j'étais dans une bonne équipe, il y avait tout ce qu'il fallait, on était bien pris en main et tout, mais la vie là-bas, c'est pas pareil, c'est différent. Oui, c'est quoi du coup le quotidien quand on est un joueur comme ça qui arrive de France ou des États-Unis à Moscou? Vous avez dû apprendre le russe? On parlait des langues tout à l'heure. Non, il parle un peu anglais. Ben, je pense que déjà on pouvait quasiment rien faire tout seul. Et j'avais un chauffeur, donc chaque fois que tu avais besoin, il fallait l'appeler. Alors que voilà, je me sentais pas plus libre que ça, donc j'osais pas faire plus de trucs dans la ville, quoi. Donc comparé à Minnesota, quoi. À Minnesota, je bougeais tout seul, quoi. Ah, donc vous vivez un peu en vase clos quoi. Voilà. C'est vraiment très délimité. Vous êtes resté combien de temps du coup à Moscou? Bah, j'ai fait 1 an et demi. Bah, pas 1 an et demi d'affilée, mais j'ai fait 1 an et demi quand même. Ah, ça fait quand même une belle période. Ouais. Ouais. Et il y a des trucs quand même qui vous ont marqué sur place ou qui vous ont étonné dans la culture russe ou dans la vie quotidienne comme ça? Ouais, il y a pas mal de choses, mais voilà, on n'en parlera pas. On peut pas trop en parler, c'est-à-dire ça a un lien avec quoi? Avec la vodka ou Non, pas du tout, même pas du avec tout. la réputation Ben, je vais pas dire que les gens ils sont racistes, mais ils D'accord. font savoir que C'est un peu plus tendu à ce niveau-là, quoi. voilà. D'accord. Et au niveau de la Croatie, donc vous avez fait Zagreb, qui est quand même une des places fortes du basket. Là, en termes d'ambiance, je pense notamment dans la Différent. salle. C'était vraiment difficile. C'était rien de comparable avec la Russie. Et où là, les gens, ils sont vraiment ouverts. Et, et voilà, j'ai fait que 3 mois là-bas, mais ça a été vraiment énorme, quoi. Au niveau de l'ambiance dans la salle aussi, non? C'est très réputé pour être. Ouais, ben, les salles, elles sont pleines à craquer. Et les supporters sont... On va pas dire c'est les supporters Grèce, mais ils sont là, quoi. Tu sens qu'ils te supportent, et peu importe la victoire ou la défaite, ben, après le match, ils sont là, ils restent, tu peux parler avec eux, tu peux communiquer, et c'est encourageant, quoi. En dehors, alors, je le dis parce qu'on est sur place, en dehors de Chalon et de son COP, évidemment, c'est quoi l'ambiance justement la plus chaude que vous ayez connue? En dehors, où j'ai joué dans l'équipe, ou Oui, quand vous jouiez, ouais. quand je jouais, Ou même en tant que visiteur d'ailleurs, Tant- ouais, c'est vrai. parce que ce serait plus en tant que visiteur, il y a eu le Pana, Ouais. le Percos, quand on allait là-bas avec le Real, c'était quelque chose. Parce que oui, on le rappelle encore une fois, les supporters grecs, c'est quand même réputé pour être hyper chaud, c'est ambiance tête de foot en fait quoi. Même ici, on a joué le PAOK, et il y a des supporters qui sont venus jusqu'à Chalon, et ils ont été voir nos supporters pour brûler le drapeau, quoi.
Ah oui, quand même. Il voulait mettre le feu pendant le match, quoi. Ah ouais, sympa. Oui, c'est parce que c'est vrai qu'il c'est ambiance stade de foot, mais dans un truc couvert, donc ça doit résonner, ça doit être Mm. infernal en fait à l'intérieur. Ouais, c'est infernal et impressionnant, quoi. Vous avez dit à infochalon.com que vous verriez bien rester. Vous en avez marre de bouger, ça y est. Ouais, c'est ce que je dis depuis que je suis revenu en France, hein. Mais Y a pas des trucs qui vous tentent là, parce qu'on parlait de la Grèce, on parlait de tous les voyages que vous avez fait. Il y a un dernier truc peut-être qui vous tenterait, ou alors que vous vous dites, mince, je l'aurais bien fait. J'ai plus envie de bouger, mais je l'aurais bien fait. j'ai plus envie de bouger, mais si si je pouvais jouer l'Euroleague ou être en NBA, je l'aurais bien fait. Hmm. Ça reste quand même, le basket au haut niveau, quoi. Donc on peut pas cracher dessus, quoi. Mais j'ai envie de rester en France. Et alors, je voulais, sans vouloir y aller du coup, mais il y a beaucoup de joueurs il y a pas mal de joueurs qui vont en Chine de temps en temps. Vous avez jamais eu de contact, vous là-bas, ça vous a jamais attiré? Non, pas du tout. J'ai jamais eu de contact. J'ai jamais pensé à aller jouer là-bas. En termes de dépaysement, je proposais, parce que ça aurait été vraiment là le. Bon, s'il m'appelle demain, je dirais pas non, hein. Ah oui? Ouais, ça vous tenterait? Ouais, ça me tenterait. Au moins, j'apprendrai à cuisiner un peu tout ce qui est asiatique, quoi. Ouais, puis le sucré salé, ils maîtrisent bien là-bas, Voilà. donc vous pourriez rajouter des cordes à votre arc. Mais d'ailleurs, tous ces déménagements, vous l'avez jamais mal vécu? Ça a toujours été une curiosité de découvrir, ou il y a des fois où c'était un peu subi et un peu embêtant? Non, à chaque fois, je le voulais, quoi. C'était vraiment à Non. chaque fois vous y allez en curiosité, Mm. et du coup, oui, ça devait être quand même passionnant, quoi, des fois, de se dire, à chaque fois, vous bougiez d'un point à un autre, et voir des cultures très différentes. La suite, vous la voyez comment? Alors, combien de temps vous voyez encore faire ça? Autant d'années qu'il faudra. Autant d'années qu'il faudra, c'est-à-dire pour payer le resto? Non, pas du tout. Parce que ce que je fais, c'est ma passion et j'aime ça, quoi. Je, je joue pas pour l'argent. J'ai mal au genou et c'est pas l'argent qui guérira mon genou. J'aurai toujours, je peux avoir 10 millions, 15 millions, j'aurai toujours mal au genou. Et- Bon, c'est- j'avoue, si j'avais 10 ou 15 millions, j'aurais arrêté quand même. vous fixiez un cap comme ça, où vous disiez, attends, j'arrête et je lance. Non, Non. pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé le basket à 6 ans et je joue vraiment pas pour l'argent. Et avant d'arriver en France, je savais même pas qu'on pouvait gagner notre vie en jouant au basket, quoi. Donc, je le fais vraiment pas pour ça. Ouais, ça, du coup, ça a dû être un choc quand vous étiez en NBA, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont un rapport à l'argent quand même assez différent, je pense, là-bas. Bah, je pense que tous les jeunes qui grandissent un peu dans le milieu et ils savent très bien que voilà, les joueurs ils gagnent bien leur vie et voilà, moi j'ai grandi en Guadeloupe où les joueurs ne sont pas payés et je connaissais que la Guadeloupe, quoi. Ouais. Je connaissais pas. Bon, j'avais déjà entendu parler de Michael Jordan, des trucs comme ça, mais je savais pas combien ils étaient payés et pour moi, voilà, quoi. J'allais jouer en Guadeloupe et basta, quoi. Mais d'ailleurs, sans dire que les mecs jouent pour l'argent en NBA, mais c'est vrai que c'est ce que vous disiez, ils ont ce rapport-là, ils savent que ça va arriver à un moment ou à un autre. Vous avez vu justement des gars comme ça qui comptaient leurs billets et qui pensaient à leur contrat ou qui en parlaient régulièrement à l'entraînement ou entre les matchs ou dans le bus? Non, c'était pas si ouvert que ça, quoi. Mais moi, quand j'étais ma première année à Seattle, il y a des pivots qui m'ont dit, bon, va pas au rebond, quoi, parce que c'est notre gagne-pain, quoi. D'accord. Voilà, mais à part ça, Ils regardent un peu les stats, et donc il faut leur laisser leur rebond, quoi. voilà. Ouais, c'est vrai que c'est Parce intéressant quand même. que, parce que bah, enfin, on peut dire que c'est leur job, Hum. mais voilà, quoi. Le basket, c'est l'individualité avant tout, hein. Surtout là-bas, quoi. Oui, c'est ça, voilà, c'est un peu ce qu'on disait. Il y a quand même ce rapport stat égal contrat, en tout cas dans une certaine mesure, que certains Français n'avaient pas justement et se faisaient moins remarquer pour ça, Mm. peut-être à ce niveau-là. Alors, je pose la question, mais je pense connaître la réponse parce que j'allais dire, quand vous êtes arrivé en NBA justement, bon, le contrat est un peu plus important. Vous n'avez pas le contrat de Kevin Durant à 200 millions de dollars, mais c'est un peu plus important. Est-ce que vous, justement, il y a un changement à ce moment-là? Est-ce que vous flambez un peu plus ou est-ce que c'est resté vraiment très serein? Très serein. Parce qu'avant de partir
Quand je pars du Real, ben, j'ai un barrière à payer. Donc, du coup, je le paye. Et voilà, j'arrive pas à Minnesota avec un peu d'argent. Et j'arrive avec vraiment rien du tout. Donc, Minnesota, pardon, à Seattle, avec rien du tout. Et donc, du coup, je repars à zéro encore, quoi. Oui, puisqu'on rappelle, vous avez dû payer combien? C'était 150 000, non? Ou quelque chose comme ça? Ça, c'est de ma poche. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. C'est ça, et le total, c'était 300 et des poussières, Non, non? non, c'était beaucoup plus. Beaucoup plus? D'accord. Mais d'ailleurs, comment ça en est arrivé que ce soit vous qui deviez payer pour y aller? Comment c'est arrivé? Ben, j'étais jeune joueur, je savais pas comment ça se passait et du coup, c'est arrivé. J'ai subi, j'ai fait ce que j'avais à faire et voilà. Après, ma deuxième année au Real, c'était pas super bien passé, donc j'avais pas de raison de rester ou sachant que c'était le même coach. Bon, quand j'ai décidé de partir, j'ai su qu'après ils l'ont coupé, mais bon, ça change pas que ma décision elle était déjà prise, quoi. Donc vous avez pas flambé en arrivant en NBA, tout de suite la Ferrari et tout ça, quoi. Non, pas du tout. Je vois dans votre regard que ça a pas l'air de trop vous intéresser, la Ferrari. Non, pas du tout. Pas très voiture. Non. C'est vrai que sur le parking, il devait y avoir des trucs assez sympas, par contre, du côté de Seattle et de la NBA, ils aiment bien ça. Ouais, mais il y avait pas de Ferrari. Ah ouais, Il y avait pas de Ferrari. ils sont plutôt gros trucks. Ouais, Ou Hummer, c'était un peu la mode Hummer, voilà. c'est à cette période-là. La suite, vous la voyez comment? Vous disiez, vous jouez tant que vous avez envie de jouer, grosso modo. Est-ce que c'est justement peut-être le genou au moment où ça grincera peut-être un peu trop et c'est ça qui va dire stop, quoi? Ouais, ben, mes 2 dernières années au Mans, je pensais arrêter parce que j'avais vraiment mal et je voyais que ça passait pas. Et entre l'intersaison et le temps d'arriver à Charlon au mois d'octobre, depuis ça va, quoi. Donc j'ai eu le temps de récupérer, de faire un peu de renforcement et pour le moment ça va, donc on tient le cap, quoi. Il y a des trucs qui ont changé justement avec l'âge dans l'hygiène de vie pour durer un peu? Non, non, à part que je sors un peu moins, mais c'est tout, quoi. On parlait de nourriture tout à l'heure. Est-ce que par exemple vous faites des menus où vous mangez différemment? Il y a beaucoup de joueurs qu'on entend dire ça, passer la trentaine, je me suis mis à manger ceci ou cela. Non, oui, il n'y a pas eu de changement. Non, moi, il n'y a pas eu de changement. On va terminer cette interview avec une interview dernier. C'est très simple, je vous demande votre dernier à chaque fois. Votre dernier panier du milieu du terrain, par exemple. En match ou... N'importe quand, à l'entraînement, la dernière fois que vous êtes amusé et que c'est rentré. Euh, Quand on a joué Boulazac en Coupe de France, le match... enfin, l'entraînement avant match. Votre dernière colère, puisque je l'ai ajouté au dernier moment, vu qu'on m'a dit que... Dernière colère. Bah, ce serait sûrement pendant un match, hein. Pendant un match... le match de enfin, le dernier match de l'Asvel contre les arbitres... bon, j'ai parlé un peu avec eux, mais j'étais... On va dire Le Mans. On va dire Le Mans. Le dernier film que vous avez vu au cinéma? Il n'y a pas de cinéma ici. On dira rien. Alors, la dernière série que vous avez regardée sur Netflix? Quoi, il y a une série que j'ai regardé, ça fait... Je crois que c'était Les 100. Ça fait un moment que j'ai pas regardé. Le dernier album que vous avez aimé? Dernier album. J'écoute plus vraiment des albums. Ouais, on me dit ça à chaque fois. Faut que je change cette question. Le dernier morceau Spotify que vous avez mis en repeat? Mais moi, mes sons, je sais pas si vous les connaissez, hein. Ah, mais il n'y a pas besoin que je les connaisse, hein, c'est vraiment vos goûts. Non, non, le dernier son que j'écoute en boucle en ce moment, c'est un chanteur guyanais qui s'appelle Gifta. D'accord. C'est pour la recommandation, comme ça, pour les auditeurs. Ça leur fait des recommandations. Et puis, la dernière blague que vous avez entendue sur votre nom de famille, parce que j'étais obligé de vous poser la question. Ça remonte à quand? Ça remonte à 2-3 jours, je Voilà, pense. j'allais dire, je pense que la moyenne doit se situer Ouais. là-dedans, non? Ouais, c'est ça. Au moins une fois par semaine, quoi. Ça doit être infernal, ou au bout d'un moment, vous prenez ça avec humour Et je dis 2-3 jours, c'était hier, hein. Bah voilà. Hier, je revenais en muscu à côté là et il y avait des petites qui jouent au basket et ils m'ont dit c'est joueur français. Je dis oui. Et il dit j'ai la balle. Ben, tu sentais que j'ai la balle, quoi, pas le nom de famille. C'est quoi la pire qu'on vous a fait?
Vous avez dû tout entendre avec ça. Ouais, j'ai tout entendu. Franchement, la pire, c'est toujours quasiment le même qui revient. J'ai la balle, je garde la balle, des trucs comme ça, quoi. Et alors, une question très bête, les Ricains, ils savaient ce que ça voulait dire votre nom en français quand vous étiez sur NBA? Je leur ai dit. Et alors, ça leur a... Ouais, c'était marrant, ils rigolaient. ils- Même les Américains de toutes les équipes où je suis passé, quand je dis ça veut dire ça, ils rigolent, quoi. Du coup, on dit aux gens qui vous croisent d'arrêter ou... Franchement, je suis. On m'a déjà rincé, lavé, tout ce que vous voulez avec ça, quoi. Depuis tout petit, en fait. Donc, Oui. maintenant, ça me glisse sur la peau, quoi. Bon, tant mieux. C'est vrai qu'il vaut mieux parce que vous avez dû en entendre. Merci beaucoup en tout cas, Michaël Géabal. Merci d'avoir été notre invité. Dans le 48, on vous souhaite une très bonne fin de saison avec l'élan Chalon. Ça va quand même mieux en plus depuis quelques semaines. Alors il y a eu la défaite contre l'Asvel là, juste avant qu'on se voit, mais ça va quand même un peu mieux. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour cette fin de saison? Bah, de continuer sur cette lancée et de continuer à gagner des matchs, hein. C'est le plus important. Faut qu'on s'éloigne de la zone rouge et qu'on arrive à rester en proie. C'est l'essentiel, quoi. Eh ben, on vous remercie en tout cas encore une fois, Michaël, pour votre temps et pour votre gentillesse. On remercie aussi l'élan Chalon qui nous a accueillis. On le répète, on est dans le Colisée, on a installé nos petits micros sur une table et on a réussi cette petite interview. Merci beaucoup, Michaël. On vous remercie à tous d'avoir suivi 48, votre podcast basket. On vous rappelle que si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Tipeee. Il n'y aura pas de pub dans le podcast. On remercie tous ceux qui nous soutiennent et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Thanks for life. Always thanks the Most High, the one and only Almighty God. Parti derrière, nous j'ai souffert mais nous qu'a fait bien. Oui mais c'est pas là, nous qu'a levé chaque matin. General Crew, Rien pour rien. Ah pour ça qui nous qu'a recal sans fin. Tous nous frères on la rit, so Jah connaît nous gain pour faire le bien. Get a youth, put your light aside. Y'a qui prend le salut. En laisse à la vous êtes fait des ans. Et nous j'appelle trop friend. Il a qu'à continuer, faut champion. Vive la vie sans love, c'est même pas la peine. More love, pas tout seul, just them. Unique, où j'assave l'avenir, c'est le sens. Nous j'accavais ses souffrances. Maman qu'a pleuré en cachette, qui fait le temps. C'est livré solide depuis l'enfance. La rue a pour nous moyens pour nous vivre. Toujours un respect pour autrui. En fond business, nous toujours fait toutes nos bêtes.